Cameron, avec d'autres cinéastes de cette importance. Il vient de faire Piège de cristal, donc il l'a porté au sommet d'Hollywood. Et je pense que c'est un bon extrait pour débuter, parce que c'est en fait un entrée particulier, je pense, dans votre œuvre, parce que c'est avec Frank Mancuso, et dans votre rapport avec le producteur du film, en fait. Cette ouverture, en fait, a coûté une fortune. Et je sais que c'est lié, en fait, à la confiance que vous aviez avec Frank Mancuso. Je pense que c'est très important, parce que, en fait, l'œuvre de McTiernan est une sorte de... Il y a des très hauts et des très bas, en fait, dans ses rapports avec les producteurs avec qui il a travaillé. Et là, on est vraiment à un moment un peu béni de son œuvre. Before they were reliable, plausible computer shots. So we actually built that submarine. It was built on two 300-foot long barges, and it's actually made of steel. And they actually let us do that. And those are real shots. The shot with Sean and Pull Away. Actually with that helicopter, I was on it, and now I'm scared watching it. I don't remember what it's like. I guess you mentioned Frank Mancuso, and yes, he listened when I said you have to believe that the submarine is real. You don't believe anything I said. Even if it's only a few shots at the beginning, you have to do it, or else the story's about nothing. And he listened to us, and I don't know, probably $500,000. Oui, vous avez raison, ça a dû coûter une fortune dans la mesure où, à l'époque où j'ai tourné ce film, et dans cette séquence, il n'y avait pas encore d'image créée. Image virtuelle qui soit suffisamment plausible ou suffisamment fiable pour qu'on puisse vraiment construire un film dessus. Et c'est ce dont il s'agissait ici. Pour moi, le film ne pouvait tenir, ne pouvait être pris au sérieux que si on croyait à l'existence de ce sous-marin. Et j'ai pu à l'époque convaincre Frank Mancuso, que vous faites bien d'évoquer, mon producteur, en disant il faut que ce sous-marin existe. Et pour qu'il existe, il a fallu qu'il fabrique cette espèce de monstre d'acier et qu'on tourne réellement le plan que vous voyez avec Charles Campbell dans cet arrière-plan. Et moi-même, maintenant, j'ai des frissons quand je repense à ce tournage où j'étais dans l'hélicoptère et ça a été un plan tourné depuis un hélicoptère et qui a coûté $1 million. À l'époque, ils ont cru effectivement à la nécessité de faire ce décor pour la crédibilité du film. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, on voit que ça devient quelques plans, il y a très peu de dialogue. Il y a une montée en chantilly épique très importante dans la scène. Et je sais que vous aviez dit qu'il y a deux traditions narratives au cinéma, notamment une qui est une tradition narrative liée à la littérature. Et vous citiez en exemple La flûte enchantée de Bergman, et qui a une traduction très classique, en fait, avec un défilé d'images, comme si les pages se tournaient, en fait, comme un défilé de pages. Et avec cette scène, en fait, on a vraiment le sentiment, c'est une progression de mise en scène entre quelques plans, ça tient sur un mouvement de caméra et un enchaînement de plans. Je ne sais pas si pour vous c'est une manière aussi de montrer cette idée de cette tradition littéraire, en fait, qui s'entraîne avec votre manière de faire. On est dans un enjeu purement mise en scène. Was the question, was it a way to go against the tradition? Contre la tradition narrative liée à la littérature, en fait. Et vous citiez en contre-exemple La flûte enchantée de Bergman. Alors que là, on est dans... I don't know, I can't. It was not conscious. It was not, none of... I would love to say that I planned every aspect, well, I planned every shot in that order, but, and that it would say so little, that it mainly be the pun of the first officer says it's time, Captain, and he says yes, it's past time.
wanted that. I wanted the double entendre that. And I wanted the rest of it to be simple and dignified. But I didn't think that I was, at most I was copying people who could do dignified moving stuff. But I can't suggest that I was breaking any precedent. Le film est pas, la scène n'est pas faite contre Bergman évidemment, mais c'est plutôt, on est vraiment là dans un enjeu de pure mise en scène et surtout le fait qu'il n'y ait quasiment aucun dialogue et juste un zoom arrière si puissant, du gros plan sur les yeux de Sean Connery. On est dans, c'est plutôt pour amener en fait à votre la question de la mise en scène. Donc, c'était en tout cas pas du tout intentionnel. J'aurais aimé vouloir vous dire que j'avais une grande idée de l'histoire de la mise en scène au cinéma quand j'ai conçu cette ouverture-là, parce que ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai voulu comme tel. Cet enchaînement très, très simple de plans, cette épure et ce très peu de dialogue, que ce ne soit rien qu'une sorte d'accroche, qu'une sorte de jeu de mots sur le temps, le temps passé. Donc, effectivement, j'ai voulu cette épure, j'ai voulu cette force de cinéma-là, mais de là à vous dire que j'avais une intention envers quelqu'un comme Bergman, au mieux ce que je pouvais faire, c'était essayer vaguement de copier Bergman. Yeah, actually, the English is, it says yes, time, the English version of putting emphasis on. Donc voilà, le jeu de mots c'était time indeed, pour souligner. Ok, donc c'était vraiment juste en fait, parce que c'est une des plus belles scènes du film. Tout le reste du film se passe sous l'eau. C'est un film très abstrait en fait, avec des dialogues justement pour le coup. Et on va passer tout de suite à l'extrait suivant. En fait, c'est un film, c'est Predator. Là pour le coup, c'est son premier film hollywoodien après une petite série B qu'il a faite en 85. Predator, c'est le premier film hollywoodien de John McTiernan. Et on va passer l'extrait. Donc, il y a toute une dernière partie qui est un affrontement entre le personnage d'Arnold Schwarzenegger, qui est Marines débarqué dans la jungle, et qui apprend en fait à comprendre, enfin qui met en place une stratégie pour lutter contre le Predator. On va tout de suite passer à cette scène. De guerre qui revisite le Vietnam, on est dans les années Reagan. C'est une sorte de période de restauration idéologique. On fait beaucoup de films, notamment l'archétype, ce serait Rambo 2 par exemple, qui sont des films de jungle. Et on voit avec McTiernan, pour son premier film de studio, donc un film très ambitieux, que tout de suite la question de l'action, puisque généralement c'est à cette époque c'est encore le cinéma d'action traditionnel, il n'y a pas de cinéma d'action urbain, il y a une question qui se pose sur l'intelligence en fait. Le duel entre les deux personnages, là encore il n'y a aucun dialogue, passe uniquement par le relais de regard et surtout par une question d'intelligence, d'attention en fait, d'observation, ce qui fait qu'on est tout de suite dans un cinéma qui pense le cinéma d'action. Ça revient plus tôt et on le retrouve dans beaucoup de films. C'est les corps, notamment le corps de Schwarzenegger, un corps exemplaire des années 80, mais c'est avant tout des têtes pensantes. Et on a ce sentiment tout de suite, dès son premier film, que la question de l'action est une question avant tout d'intelligence, d'observation et de stratégie. Les relais de regard, des choses comme ça. This was an odd little part because we had trouble in the middle of the movie when the monster arrived, and the original monster was terrible, so we had to shut down. And in the meantime, I got them to convince them to leave a resort on Puerto Vallarta and go to where there was real jungle on the southeastern side of Mexico. And we got the monster and started working there. And it was sort of undefined how long Arnold would stay. Donc, en fait, oui, c'est un morceau assez bizarre, celui que vous avez choisi ici, parce que à la moitié du tournage, en fait, on a eu un problème avec l'apparition du monstre, et donc on a arrêté cette démarche-là, et donc je leur ai demandé qu'on se déplace, qu'on choisisse un endroit vers Puerto Vallarta au Mexique, et qu'on aille vraiment dans la jungle, et c'est à ce moment-là que s'est posée la question de son apparition à l'image, mais aussi de la durée de cette apparition. And I'm
not exactly sure how it came about, but Arnold announced that he would work one more day, and then he had to go home. And we had, I don't know, 10, 15 pages of script, a whole bunch of stuff about going to the monster spaceship and other things that I confess I wasn't enthusiastic about. And I was quite happy that they suddenly had a problem, because I said, all right, I'll make up something. And I wrote this from here to the end of the movie overnight, just about, and shot it the next night. Normally I budgeted 45 minutes to an hour per shot. In a 12-hour day, I'll do 12 or 14 shots. This was a long day, but not that long. It was maybe 18 hours. And we did, I think it was 38 or 39 setups. So we were clicking one every half hour. And all of this sequence came out of that. Et en fait, il y avait des trucs assez farfelus qu'on devait faire, où il devait aller trouver le monstre dans une espèce de vaisseau spatial. Je vous avoue que moi, ça me convainquait pas du tout, cette histoire-là, et j'étais très content qu'ils aient un contretemps, et que je ne sais plus pour quelle raison, Arnold nous dise qu'il ne pouvait rester qu'une journée de tournage de plus. Et donc j'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, on ne pourra pas faire malheureusement cette longue séquence, et je vais vous écrire, je vais vous pondre une autre idée. Et je l'ai fait en une nuit. En une nuit, j'ai écrit cette séquence-là, et on l'a tournée la nuit suivante, mais dans un rythme absolument effréné, puisque le ratio qu'on avait, c'était à peu près, un plan par heure sur les nuits de tournage, alors que là, cette séquence, en fait, il me semble qu'il y avait 18 ou 19 plans, et donc on a très très vite, on ne traînait pas sur chaque plateau, on ne faisait pas plus d'une demi-heure, et en enchaînant, on a réussi à tourner toute la séquence en une nuit. And I didn't know it at the time, but I was actually quite happy to write the ending. I just thought it was, somehow we've got to get out of this trouble, and I got to pull a rabbit out of the house. But actually, since then, I've realized that that this is a part with the other two pieces you're going to show tonight, and they do actually have some thematic unity. And it's basically, it's movie stuff that isn't based on dialogue. And that's always felt like actual movies to me. Donc sur le coup, j'ai eu l'impression que c'était une sorte d'échappatoire, que c'était bon, la solution que j'avais trouvée pour m'en sortir, mais a posteriori, je me rends compte que finalement, il y a une vraie cohérence cinématographique avec les autres choses qu'on va voir ce soir, et qu'il y a vraiment, ça tient, que ce n'est pas par hasard finalement si je m'en suis sortie par cette proposition-là, parce que ça tient vraiment à ce que moi je perçois comme le sens du cinéma, ou du cinéma auquel je tiens, ou c'est un cinéma où les mots ont peu de choses à dire. The actual end of it, where the monster sets off a bomb and Arnold runs, I had actually had as a dream when I was in grad school, and I, sort of like Coleridge, although I wasn't doing both, but I just woke up and I wrote this whole thing out, and it was. And I tried to convince the guys at AFI to let me do it as my film. They didn't like it, but so I stole it for here, and it was the first test explosion of the atom bomb was called the Trinity. I think the Trinity explosion, and they put it up on a tower in White Sands, New Mexico, and it was all these 1940s scientists. Was Niels Bohr, who was the man who said, "I'm become death, the destroyer of worlds"? Somebody must know it. The other scientist. Oppenheimer, yes, Oppenheimer, that was it. Anyway, I had this thing, I remember that they put it up, we put it up on the tower, and I was just a kid, I was the youngest scientist, and half the time they made me go get coffee. But they put it up on the tower,
And we went back to the bunker 5 miles away, and they did the countdown and the whole thing, hit the electrical switches, and it didn't go off. And we thought about it for a while and said, well, we can't leave it out there. So they went and they got it in, and they brought it down from the tower, and they took it back to the concrete bunker, concrete block buildings that we worked in. And one of the older guys, we were all gathered in the room, and one of the older guys started to take it apart. And he takes the screwdrivers and this and that, he's got a pipe. And he's in real deep inside it. And something goes click. And he goes, oh dear. And he came out sort of like this, sat back very slowly. And that looks went between the older men in the room. And they kind of, one of them drifted to a window. They all each had strange but completely preparing for death. They all did it in their own way. And I kept looking at their faces and saying, what happened? What's going on? What? And I finally catch on, and I start for the door. And it's just as I get to the door, Oppenheimer says, John. And I turn and say, yeah, what? He says, you all run real good now. Go ahead, come on. Et en fait, cette fin telle qu'on la voit dans le film, c'est une fin que j'ai rêvée. C'est quelque chose que j'ai rêvé quand j'étais étudiant en cinéma. Et c'est un truc qui ne me lâchait pas, à tel point que j'ai essayé de convaincre mes responsables qui me laissent tourner. Et bon, sur le coup, ils n'ont pas voulu. Mais je l'ai gardé, je l'ai volé pour ce film-là, pour Predator. En fait, c'était la première explosion test pour la bombe atomique qu'on avait montée sur une tour. Et il y avait comme ça cet ensemble dans un bunker, un ensemble de scientifiques des années 40 avec tout l'attirail de l'époque. Moi, j'étais le petit jeune de l'équipe à qui on ne faisait pas tellement confiance qu'on envoyait chercher des cafés. Et puis, donc voilà, la bombe était là et tout le monde attendait et ça n'explosait pas. Donc, ils ne savaient pas quoi en faire et ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, on ne peut pas la laisser là, ils la redescendent, il y en a un qui l'ouvre et qui entend un petit clic et qui dit, ah, et moi je suis là, hors champ, je les regarde tous, je regarde les visages, j'en vois un qui se lève, qui va vers la fenêtre, et puis il y a celui, le plus âgé de tous, et je décide de partir parce que la mort était très, très présente, donc je prends la tangente et je vois celui-là, le plus vieux de l'équipe, qui se retourne vers moi et qui dit « Maintenant, John, tu sais courir ». And so the rest of it was that, you know, my alter ego runs and runs and runs, and finally at the end dives over something concrete, and the wall behind him explodes into plasma white, and the frame fades out in white, and then fades down into a picture of a wallpaper on a wall, and a little clipping, a newspaper clipping. And the camera dollies in slowly. And it's an obituary. And it's my obituary. That when I died, and I had left a wife and 3 children and 11 grandchildren, and I had just died at age 73 of cancer, probably traceable to the radiation dosage I had gotten in a nuclear accident some 30 years before. And that was the end of the little movie I wanted to make. And so I just stole it and I stuck it in as the end of this. Et donc, voilà, c'en était là jusqu'à ce que mon alter ego court et il saute par-dessus quelque chose, une paroi en ciment
de ce bunker et l'explosion a lieu et là c'est un fondu sur du blanc qui se transforme par un autre fondu sur un mur avec du papier peint. Et sur ce papier peint est accroché une coupure de journal. Et il y a un zoom avant sur cette coupure et il s'agit en fait d'une nécro, une petite annonce de décès et c'est en fait la mienne. On annonce que je suis décédée en 78, que j'ai laissé derrière moi ma veuve et pleuré mes enfants, mes 11 petits-enfants, et que je suis mort d'un cancer probablement dû aux radiations de l'accident qui a eu lieu 30 ans plus tôt. Voilà l'idée que j'avais eue pour mon petit film de fin d'études et que j'ai dû finalement caser dans ce film. C'est assez intéressant parce que du coup c'est vrai que Predator c'est un film qui dans sa première moitié est un film assez classique, pas classique dans sa forme, mais en tout cas c'est un film qui est un pur film de guerre dans la jungle, enfin d'avancée des Marines dans la jungle, c'est un pur film d'action dans la jungle. Et toute la dernière partie du coup est complètement onirique, on a ce sentiment d'un basculement, à partir du moment où Schwarzenegger plonge dans la cascade, on bascule dans un autre univers et je sais que dans tous vos films, il y a un rapport très fort il y a toujours la volonté de chercher par le cinéma à rejoindre quelque chose de l'ordre de l'onirisme en fait, de l'intensité du rêve, qui vient, je crois que vous avez parlé de Bertolucci, de cinéastes comme ça. Well, in fact, that's an enormous compliment. It's always been hoped. I mean, in a dream, every image has nuance. You don't have to know the words. That every image has an intense meaning somehow. And it has always seemed to me that eventually someone would, an entirely free visual medium from the page, from the written word. I mean, we don't ask what script is for Beethoven. You just listen to it and experience it. I hope eventually this will get to be more like that. Je le prends pour un très grand compliment, merci beaucoup, puisqu'il me semble effectivement que le rêve est une succession d'images avec une intensité sémantique, sensorielle sans égale, que dans chaque image du rêve, tout le sens est là et se passe facilement de descriptions et de mots, et que le cinéma tendrait ou devrait être quelque chose du même ordre. L'expérience de sens et que nous procure la musique de Beethoven n'appelle pas un scénario, une partition, on ne se demande pas ce qui est écrit derrière, on se contente de se laisser emporter par l'écoute que l'on a de cette musique. J'aspire à un cinéma qui arriverait à être aussi libre de l'écrit. Et paradoxalement, ça passe aussi par le fait que, d'une certaine manière, Predator c'est un premier film de studio avec des effets spéciaux assez révolutionnaires pour l'époque, notamment les premiers effets numériques. Ça passe aussi par des choses très, très strictes, très scientifiques. Et ce qui fait en fait de vous, avec quelques autres cinéastes, un vrai ingénieur, au sens où vous essayez de trouver de trouver une manière d'inventer des caméras, des lentilles, des choses qui amènent à des effets qui permettent de réinventer d'une certaine manière le langage. Peut-être pas encore dans Predator, mais en tout cas il y a beaucoup de films de McTiernan qui reposent sur des trouvailles ou ce que fait Cameron aussi d'ailleurs, de chercher pendant plusieurs années une lentille ou quelque chose qui rende compte, en fait, là vous citiez un nouveau film que vous préparez, que vous avez mis 3 ans vous avez mis au point pendant 3 ans ces 2 caméras. C'était vrai aussi avec l'idée que vous aviez de faire une caméra en 3D avant même que la 3D soit devenue une banalité à Hollywood. Vous trouvez un moyen de rendre compte, en tout cas, donc voilà, ça passe aussi par un travail très scientifique et très rigoureux, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans des films plus... L'onirisme, en fait, passe aussi par une dimension scientifique et dans l'ingénierie, en fait.
Yeah, I was going to theater school, actually. I probably told you this. I was in Juilliard, actually, in the class right behind Robin Williams. And this is a dumb joke, but I've used it a couple of times, is that I discovered as unfit that almost everyone in theater was both gay and had a trust fund. And I had neither, so I realized I was just unfit for it. As I started working on filmmaking, yes, it's a combination of engineering and aesthetics. And it seemed to fit in my mind. It was something I could see myself doing at a level that was worthwhile. I was certainly never going to be a famous tennis player. Oui, en effet, j'ai commencé par faire des études de théâtre. J'étais à Juilliard dans l'année juste après Robin Williams, même si je n'avais aucune des caractéristiques requises apparemment pour être dans ce milieu et pour faire cette carrière-là. Peut-être que finalement, ce qui m'a fait basculer vers le cinéma, ça a été cette combinaison que vous évoquez. Ce mélange de quelque chose de scientifique, de rigoureux, pour accéder à quelque chose qui soit de l'ordre du rêve ou de l'onirisme. En tout cas, c'est cette dualité-là qui, moi, m'a paru être quelque chose qui valait la peine d'être vécu, d'être expérimenté, d'être tenté. Je n'aurais sans doute pas pu devenir un joueur de tennis. You mentioned the 3D and stuff, and yes, it's something that I've often sort of obsessed on, is that there is a kludge, a technical artifact in the middle of movies, in fact, all photography, that is completely wrong and unrealistic, and yet we all, as a cultural agreement, say nothing about it. They used to, in the 14th century, there was a cultural agreement that something high in the picture was far away, and something low in the picture was close. And they agreed that was the way reality was. And the pictures that depicted things that way were realistic. And it's true sometimes, but I mean, Giotto came along and made it more specific. All photography is based on a single plane receptor, whether it's film or whether it's digital. It's flat, and our eyes are a sphere behind the lens, which renders all perspective completely differently. Go ahead. Very common. Et pour ce que vous disiez sur la 3D et tout ça, en fait, je pars du principe que tout art visuel part d'un postulat qui est un postulat fallacieux, mais qui est une espèce de nécessité que nous acceptons tous, ceux qui émettent et qui produisent les images comme ceux qui les reçoivent, dans une sorte de convention culturelle, une espèce de convention tacite d'acceptation de ce mensonge, de cet artifice. De même qu'au XIVe siècle, on acceptait que ceux qui étaient présentés dans la partie haute de l'image représentaient ce qui était éloigné de l'œil du peintre, et ce qui était dans la partie basse c'était ce qui était plus proche de son œil, et le public le voyait, décodait et acceptait cette convention. Aujourd'hui aussi, nous savons que le support, que ce soit la pellicule ou le support du film, ou que ce soit le papier pour la photo, est un support plat, unidimensionnel, alors que notre œil est sphérique. Derrière le plat, cette dimension plate, il y a une dimension sphérique qui donne une perception tout à fait autre de ce qu'il perçoit. Our eyes render distance as if it were a very long lens,
and yet you have field of view as if it's a very wide lens. And you can't, on film or in photography, get the two together. And I think part of what is unrealistic is that break between the rendering of distance of perspective and the rendering of field of view. And if you could, and this is the thing he was talking about that we've done some experiments working on, is if you could have multiple cameras and then have the computer stitch the image together, you would in effect wind up with a film plane that was a sphere. So you'd get a wide field of view, but a long line sense of distance. And consequently, movement would appear much, much faster than it does in regular flat lenses. Et donc, en fait, dans les focales longues des objectifs, on rend compte de l'éloignement, de la perspective, et dans les focales larges, on rend compte de la largeur de la vue et de toute l'étendue horizontale, en quelque sorte, en largeur. Et on s'est rendu compte que l'œil humain n'a pas cette distorsion-là, cette distinction-là, mais qu'elle a les deux à la fois. Et c'est en cela que je dis que ce qui est filmé n'est pas réaliste, parce qu'il y a un choix à faire, un choix qui exclut l'une des deux possibilités, de largeur ou de profondeur de la perspective. Et donc l'idée qu'on a eue, et on a fait des tests, et c'est à ça que vous faites allusion, c'est d'essayer en filmant avec plusieurs caméras et ensuite par des effets spéciaux essayer de combiner les différentes prises de vue, arriver à reconstituer cet accord ou cette instantanéité entre la profondeur de champ et la largeur qui capte l'œil. I think there's an invention coming that will change the sense of will change pictures just as much as Giotto did, and we'll wonder after it's happened, how did we ever look at this stuff and think it was realistic? Et donc, il me semble qu'une révolution est en cours dans le monde des images et qui permet aussi ce que j'ai oublié de dire, de montrer un mouvement beaucoup plus rapide. Le mouvement devient plus rapide et donc une révolution est en cours dans le monde du cinéma et des images en mouvement, équivalente à celle de la perspective en peinture, qui fait que bientôt, quand les outils existeront, on pourra dire mais comment est-ce qu'on pouvait trouver ces choses-là réalistes avant. Et ça pourrait nous amener à Piège de cristal, qui est vraiment le film qui a porté McTiernan au sommet d'Hollywood. Et la caractéristique qu'on retrouve dans la scène qu'on a vue tout à l'heure du cinéma de McTiernan, c'est probablement sa faculté d'appréhender l'espace, de rendre au spectateur la lisibilité en fait, de l'espace. C'est clairement la clé de la mise en scène de McTiernan. Et dans Piège de cristal, ça a atteint un tel niveau, c'est quasiment une symphonie de mouvement, de raccord de mouvement en fait, qui atteint un degré de raffinement quasiment à peu près inédit, je pense, dans le cinéma hollywoodien des années 80. Et on rejoint là l'idée de l'ingénierie, c'est qu'en fait vous êtes plutôt un inventeur. Et vous racontiez cette anecdote sur le montage de Piège de cristal. En fait, les gens n'étaient pas prêts à monter cette manière de filmer en mouvement pour rendre compte en fait, d'un espace de la manière la plus... on va résumer, je pense que tout le monde connaît le film. C'est Bruce Willis qui est coincé dans une tour. Et le film, en gros, exploite absolument toutes les ressources de la tour. Un espace vertical dont il fait une sorte de concept de mise en scène, en fait. Et donc c'est juste pour surtout revenir à cette idée que c'est de l'invention pure, de l'ingénierie. Cette manière de filmer en mouvement, apparemment ça posait un gros problème à l'époque pour tout le monde. Les gens n'étaient pas forcément prêts techniquement. Well, people were ready for it, but studios used to have all sorts of rules about what you could cut to what. And the camera had to stop moving, and then you can make a cut to something else. And
You have to, when you cut to a shot, it has to be static, and then the camera starts moving in the shot. You can never, ever cut from one thing moving to another thing moving. And from a couple of people, from working for Jan Gadar and working for Orsini, oh, what's the one about the opera singer that Jill Clayburgh was in? Hmm? Oh, I'm spacing, I'm sorry. And Fellini began to cut movement to movement, and then finally I started working with Jan de Bont. I had already begun working, did a film in Holland where they were cutting. And I just got the chance to just push it. And I was lucky I had an editor who was the son of a musician. So he was willing to tolerate the difficulty of, because it was really, in effect, learning the concept of key in visual material, that you can cut from one moving shot to another moving shot if they're in the same key. And you just have to know what the key is visually. And his name was Frank Uriosti, and he was very tolerant of it and defended me to the studio, so I got to do it. Je pense pas que c'était les gens, c'est-à-dire le public qui n'était pas prêt, le public était tout à fait prêt, c'est juste Hollywood qui ne voulait pas démordre de ses principes de montage, où il considérait qu'en fait on ne pouvait pas faire de raccord entre un plan en mouvement et un autre plan en mouvement. Il fallait que la caméra s'arrête, que le raccord se fasse sur un plan fixe, pour qu'ensuite le mouvement soit intégré dans le plan suivant. Et cette résistance-là était propre au studio hollywoodien. Moi, je savais que Fellini l'avait fait, qu'il n'y avait pas de raison pour qu'on ne le fasse pas. Et il a fallu que je cherche un monteur qui soit plus ouvert et plus tolérant à cette idée. Et par chance, j'ai trouvé un monteur qui était fils de musicien et qui avait cette approche différente, parce que ce dont il s'agit pour pouvoir raccorder le plan en mouvement, c'est qu'il y ait une justesse de clé. Donc si on sait quelle est la clé sur laquelle est chacun des plans, on peut le raccorder de façon juste avec un autre plan en mouvement. Et donc lui, ayant cette approche plus souple, a réussi à convaincre les studios de me laisser faire. Sorry, I'm spacing on the Dutch director, Paul Verhoeven. Now, he did C'est vers vous. Luna. Bertolucci, okay. He was already doing cutting movement to movement. And in particular, Luna has some extraordinary sequences. Bertolucci est le nom que je cherchais, qui m'échappait d'un réalisateur qui a fait notamment dans Luna des raccords comme ça, mouvement sur mouvement, qui fonctionne parfaitement. Ça permet de rebondir avec cette idée sur Bergman. Cette tradition du cinéma et de la littérature qui n'est pas vraiment votre rapport à la mise en scène. Et là, on est vraiment dans le rapport entre cinéma et musique. En fait, le premier Die Hard, c'est une sorte de réinvention musicale, autant qu'esthétique, du cinéma d'action. You mean cinema dependent on the page, or cinema? Yes. Yeah. Yes, I've tried to, and the people I think that have emulated think of music, think of movies as music, with the same sort of structural logic as music, and don't demand the
the very different set of demands and logic that comes from print. Music is much more tolerant of, if it feels right, you do it. It's about feeling. And it, I guess just because ours is a young medium, we're just discovering those things that, that the rules aren't based on print medium, and there will be. If it isn't based on music, then at least music can point you the way to find this, visual language rules. Oui, il me semble en effet qu'il y a comme ça une espèce de courant, une sorte de système de tradition, mais de tendance de cinéastes, de gens qui réfléchissent au cinéma, qui le rapprochent dans la musique, dans la mesure où il y a cette idée de justesse, que quand quelque chose sonne juste, quand quelque chose a une logique et une structure qui est de l'ordre du ressenti, l'intuition de justesse vous permet de faire des choses, même si c'est censé aller à l'encontre d'une logique ou de règles qui, dans le monde du texte, peuvent être beaucoup plus rigides ou peuvent avoir un autre mode de fonctionnement et de raisonnement. Mais je crois que c'est tout simplement dû au fait que notre art est un art jeune et qui se cherche encore, et donc on a besoin de se référer ou de s'appuyer sur la logique d'autres arts pour essayer de comprendre son fonctionnement, et c'est en cela qu'on peut rapprocher cette idée de justesse visuelle à la justesse musicale. Et pour rebondir aussi sur ça, il y a cette idée donc de l'espace, la révolution en fait de Piège de cristal, c'est aussi cette pureté dans la représentation de l'espace, dans l'appréhension de l'espace, et c'est intéressant de savoir, pour vous c'est la clé ultime de l'action en fait, de représenter, de synthétiser en fait un espace, ce qui d'ailleurs est vraiment le point fort de Die Hard, qui va disparaître après dans la fin des années 90, où le cinéma devient de moins en moins... Enfin, cette pureté, c'est vraiment la marque de le cinéma, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est resté assez orphelin. L'idée de prendre un personnage et une sorte de géographie de la mise en scène, en fait. Enfin, l'idée vraiment pour vous, de cette représentation, de mettre le spectateur au cœur d'un espace. Well, but that's a function of that particular story, that you're trying to, it's suspense or action. You're trying to put the audience in the situation of the person, of the hero. So, you need to teach the audience the space he's in, because that's the stage. And I admit that it is different than, for instance, the way, filmmakers who work with long lenses, like Tony Scott. His brother, not so much, but Tony would always work with giant, very long lenses, so that he could pretty much cut anything to anything, and the space was not. There was information in the image, but the person's situation, physical situation, was simply not part of the calculations. I don't know, that's a different way of making film in the particular problem of Die Hard, of trying to make the audience feel like they're there. It just seemed to make sense. It's odd, there's so much talk when you're a young filmmaker about where to put the camera, and there's such a simple, idiotically simple answer is, well, where do you want the audience? Where's the audience sitting? And literally, if it's like a table or something like that, you pick the chair that the audience is sitting in.
and everything gets shot from there. It's easy. All those very complex theories that people used to have about how you cover a conversation at a table, and you have to cover that person from both sides and all this stuff. It's silly. It's just the audience is at the table with them. It's sitting next to somebody, and every picture comes from there, and it all cuts together, and it's so easy. Oui, peut-être que finalement ça vient tout simplement de l'histoire que ce film raconte, que ce genre de film raconte, que ce soit des films d'action ou des films de suspense. Ce à quoi on vise, c'est de faire adhérer le point de vue du personnage, de faire adhérer le spectateur au point de vue du personnage. Donc la meilleure façon pour le faire, c'est de le faire découvrir, de lui donner effectivement une vision de l'espace dans lequel se trouve le personnage, de le mettre dans ce contexte-là pour le faire vivre avec lui. Et ça me paraît finalement assez évident. Alors bien sûr, à contrario, on peut parler de cinéastes tels que... What was his first name? Scott? Tony Scott. Qui beaucoup plus que son frère, Tony Scott, qui lui utilise de très longues focales parce que la logique est complètement différente, puisque évidemment le plan informe, mais finalement l'endroit où se trouve le personnage a beaucoup moins d'importance. Et en étant comme ça avec ses focales longues, il lui échappe complètement à la difficulté du montage, tout se raccorde avec tout, et donc il rentre complètement dans un autre raisonnement et dans une autre approche du cinéma. En revanche, moi, ça me dépasse un peu toutes ces théories que l'on échafaude et que l'on transmet aux apprentis cinéastes sur la place de la caméra, où est-ce qu'il faut mettre sa caméra et comment on fait. Alors comment est-ce qu'on filme une conversation, par exemple, comment on fait pour couvrir les différentes personnes dans une conversation. C'est très simple. Si ça se passe à une table, où est le spectateur? Le spectateur est assis à cette table. Donc vous prenez une chaise, vous posez une caméra, et voilà. Et vous filmez les choses normalement, comme lui les verrait, et vous montez ça sans vous prendre la tête au-delà. I'd love to take credit for having, invented something with that, but State of Siege, his movie. He leaves the camera beside the car and lets the prosecutor walk in and out of his office to the car. It takes the time to let you feel that, and then, it gets filled up with music, but it's real space. The man is real. There's a wonderful... I can't remember the people in it. Jack Nicholson, Mike Nichols directed it, and Meryl Streep. Jack Nicholson, Meryl Streep, dans un film de Mike Nichols. And at the end, it's a Christmas, it's a dinner party, and she goes out to the kitchen to get the dessert, and he starts to say something that is clearly a repeat of what's going to end their marriage, and you know it. And as soon as he's not even on camera, and Nichols just takes the camera to the edge of the kitchen and stops and lets her prepare the dessert while we hear Nicholson saying, and I don't remember the specifics of it, but we hear him saying things that is making her decide the marriage is over. And she's deciding it while she's preparing the dessert. And the fact that there are no cuts, and that you simply feel the distance, feel you're in that kitchen with her, completely changes the experience. And you sit with the experience of her saying, a big hunk of my life just ended. And you're sitting there with her, and it's amazingly intense, even though the camera does nothing. It just goes to the edge of the kitchen and stops and just watches her while he talks. Loads of people have done this.
J'aurais voulu vous dire que j'invente quelque chose en disant ça et que je dis des choses que personne n'a dites avant moi, mais là c'est absolument banal, le nombre de films dont les titres m'échappent, mais dont je me souviens qui font des choses comme ça, où tout simplement la caméra est où la personne est, donc c'est pas plus compliqué que ça. Je repense à ce film de Mike Nichols avec Jack Nicholson et Meryl Streep. À la fin du film, ils sont en train de manger ensemble. Elle va dans la cuisine pour chercher le dessert. Et pendant qu'elle est en train de prendre le dessert, de préparer le dessert, lui est resté dans le salon, il est hors champ, Nicholson, et il dit quelque chose, je ne me souviens plus quoi, mais il dit quelque chose qui mettra fin à leur relation. Et nous, on n'a aucun mouvement de caméra sophistiqué. La caméra va tout simplement, en un seul plan, se planter devant la porte de la cuisine et la montre elle. Et on l'entend lui hors champ dire cette phrase et on la voit, on est avec elle dans cette cuisine sans se déplacer, sans rien faire, sans couper. On reste avec elle, sur elle, qui prend cette décision alors qu'elle entend avec nous ce son hors champ. On la voit prendre cette décision de maintenant c'est fini, je ne veux plus être de cette histoire, de ce couple. Et voilà, on se contente d'être à la porte et de vivre de façon extrêmement intense ce moment avec elle sans avoir besoin de faire des mouvements de caméra ou des montages sophistiqués. La brûlure. Ça permet de rebondir sur le troisième épisode de Die Hard, Une journée en enfer, qui est un film. Le deuxième n'a pas été réalisé par John McTiernan. Et c'est intéressant, on va voir un extrait, mais d'abord de remettre. Il y a toujours cette logique du premier film, d'avoir on va voir cet extrait qui est un extrait, c'est quasiment de l'horlogerie en fait. Mais en même temps, il y a cette volonté dans le film de casser complètement ça, et vous parliez de point zéro cinéma. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller vers... Le film est complètement fou, en fait, casse absolument toutes les règles qui ont été édictées par le premier. Il y a un film beaucoup plus brutal et d'une certaine manière beaucoup plus réaliste. Et vous avez parlé de cette idée du point zéro cinéma. I don't know what I mean by that. C'est Zero Point Cinema is plus documentaire en fait, je pense. C'est un rapport beaucoup plus brutal et documentaire à l'action. Je crois que vous bousculiez votre chef opérateur. If I understood the word correctly, it was the simplest, clearest version of cinema language in, say, the 1950s and the 1960s. An unaccented visual language for storytelling. I suppose most of television is done that way. It's dead simple. Early television was done that way. In Die Hard, in the last one, what I was doing was I'd go back and forth between the bad guys and Bruce was always very simple wide-angle lenses, long shots, and you were always really with him, and the impression was often to try to say that they're pathetic, that they're, you know, a couple of silly guys who have nothing on their side. And on the other side, the bad guys was more formal, more composed, and more energetic. That's what I recall about it. Ce dont je me souviens, c'est qu'en fait, je voulais dire que ce soit d'une simplicité extrême, comme cette grammaire extrêmement basique et simple et neutre, finalement, le langage cinématographique le moins stylisé et le plus neutre
qui soit, qui était celui du cinéma des années 50, qui était celui du début de la télévision. La télévision, au début, les choses étaient filmées de cette façon-là. Je suppose que c'est à ça que je fais allusion. En tout cas, dans le film dont vous parlez, dans Die Hard, je ne sais plus en français, Une journée en enfer. Ce dont il s'agissait pour moi, c'était en fait d'avoir un va-et-vient, y compris stylistique, entre les plans où c'était Bruce Willis et les plans des méchants, où tout ce qui était sur Bruce, c'était des plans très larges, très très longs, où vraiment là, on est avec eux en suspens, juste pour dire qu'ils sont dans la merde, ils n'ont rien. Et à l'inverse, quand on basculait sur les plans des méchants, là c'était quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus péchu et de plus monté. Donc c'était comme ça, cette opposition de style aussi qui permettait de basculer d'un côté ou de l'autre de l'intrigue. On va lancer l'extrait. C'est un extrait plutôt du côté des méchants, si j'ai bien compris. En résonance avec le casse euphorique de Thomas Crown, qui est un remake que John McTiernan a fait en 97-99. Et je ne sais pas si on aura le temps de montrer l'extrait, mais j'espère que quelques-uns d'entre vous l'ont vu. Voilà, donc comme vous avez voulu montrer cet extrait, c'est intéressant de savoir pourquoi. On est au cœur de cette opposition entre le chaos de la rue et l'organisation très nette, tranchante et sophistiquée des terroristes. Vous voyez juste avant. Yeah, and also, I mean, it's 5 or 7 minutes or something. It has very little or no dialogue. And even seeing it now, it seems to have a fair amount of thrust, of forward momentum. You're not sure what's happening, but you do have a feeling something is happening, and you want to see what's next. Well, I wanted to put it as part of because you have a piece from Thomas Crown that's actually kind of similar, and we were sort of tracing through the same sort of sequence over 15 years or so. Oui, et puis à le revoir, je remarque quand c'est une séquence qui fait entre 5 et 7 minutes et il n'y a presque pas de dialogue et il y a cette espèce d'élan comme ça, de mouvement qui vous mène vers l'avant et qui vous fait comprendre que quelque chose va se passer, on ne sait pas bien quoi, mais quelque chose va se passer. Donc cet élan et ce suspense fonctionne, et effectivement, Thomas Crown, l'extrait auquel vous faites allusion est de cette même, dans ce même type de séquence. John McTiernan veut absolument qu'on montre l'extrait de Thomas Crown. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va regarder. Des combats assez difficiles contre les producteurs. Et c'est comme une parenthèse enchantée, et il n'y a pas de hasard, c'est Frank Mancuso qui a produit le film, donc le producteur de Octobre Rouge, qui avait permis de faire ce prologue en fait. Donc voilà, je ne sais pas si ça représente quelque chose d'important pour vous. And this wasn't a struggle with the producer. They had 20 pages of another robbery of the same sort of thing that's been in Mission Impossible over and over and over again. Reworkings of Top Cappy. And it didn't seem that it had anything to do with the story, because as I had told Frank Mancuso at the beginning, this isn't a caper movie, this is a love story between two people who've given up on love. So it doesn't matter about the painting. And just after this, they find that he has stolen another painting that was the one she wanted, and it's now disappeared.
and that black top, that's how the hell does he do that? And Dennis Leary just shrugs. And that was 20 pages of scientific robbery. The cop shrugs, says, I don't know. And the audience didn't care either. We had to touch on it and say, okay, we understand we didn't pay any attention to that. But the good thing about Frank Mancuso was that he let me pursue this, because it wasn't in the script. All this stuff of making up the game and building the game out of the bowler hat man and stuff was largely unscripted. And he just sort of let me run with it, and that was wonderful. Oui, là effectivement, le producteur a eu son importance, puisqu'en fait, il y avait 20 pages qui écrivaient de scénarios qui, en fait, racontaient une toute autre casse, et c'était une énième variation sur Top Capi et tous ces films qu'il y a eu sur ce sujet-là, même si moi j'avais insisté sur le fait que ce dont il s'agissait pour moi ici, c'était l'histoire d'amour, finalement, tout ce à quoi tendait cette histoire de vol et de cambriolage, c'était pour dire que finalement il ne volait pas le tableau qu'on attendait qu'il vole, mais qu'il vole le tableau qu'elle voulait, et que c'est juste une sorte d'accroche pour leur histoire d'amour. Donc, c'est finalement l'échange entre les flics à la fin qui répond le mieux qui justifie le mieux la présence de ce choix-là à l'encontre du scénario. C'est quand il dit mais comment il a fait ça, et l'autre juste les épaules, et je sais pas, et le spectateur est dans la même situation, je sais pas, on ne sait pas, cette espèce de faux montage, de cambriolage scientifique, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche, on s'en fiche un peu. Et donc c'est Franck qui a eu cette confiance-là, qui a accepté qu'on tourne sur cette idée-là, qui est toute cette idée de jeu avec les chapeaux melons, qui était très largement déviant par rapport à ce qui était écrit dans le scénario. Of all the pieces I've ever done, I think I'm happiest about anything that is very joyous, and it's pure energy, and has no verbal aspect in it at all. And I'm most of the stuff I've worked on, I'm embarrassed afterwards about, but I'm quite happy to see it. Je dois dire que de tous les films que j'ai faits, c'est vraiment celui qui me rend le plus heureux. C'est que de la joie, que de l'euphorie, comme vous disiez. Il n'y a pas d'ombre au tableau pour ce film-là, et je dois dire que ce n'est pas le cas de tous mes films. Les autres films, après, je les trouve un peu embarrassants pour moi. Et celui-là, ce n'est pas le cas. Je suis vraiment content de ce qu'il en reste. Je pense qu'on va passer aux questions du public. C'est ça? Je ne vois pas le timing, je pense, engagé. Il y a deux questions. La personne qui a trouvé la brûlure, putain. Ça vraiment. Vous avez tourné le premier et le troisième épisode, et je souhaitais savoir ce que vous pensiez des suivants, en fait. Parce que la Fox a fait de la franchise, et savoir quelle est votre relation aujourd'hui avec Bruce Willis. Voilà. My relationship with Bruce is just fine, so I probably shouldn't comment on the others, and I'll keep it that way.
pour rester dans aussi bon terme avec Bruce Willis que je le suis jusqu'à présent, je m'abstiendrai de dire ce que je pense des autres films de la série. Une dernière. À ma connaissance, vous êtes celui qui a le plus démocratisé la musique classique dans les films d'action. Je voulais savoir comment vous avez fait pour convaincre les studios. Je pense à Die Hard avec la 9e ou Octobre Rouge avec les chants de l'armerie. I don't know. I guess I was lucky in Die Hard. I wanted to use the chorale from the Ninth Symphony, because it's sort of quintessential Germanic, whatever. And only afterwards did I learn that it's actually called the Ode to Joy, which had been my sort of secret theme in doing the piece. I've said it many times. My secret theme was that it was Midsummer Night's Dream. It was a festival night where all the structure of society gets reversed. And, the princes become asses and the asses become princes and so forth. And that was what it was about. And I was thrilled when I found out that the piece I wanted to use, which was in Clockwork Orange, was sort of why I always remembered it, was actually called the Ode to Joy. But it's a comedy with action in it. But I mean, its architecture is really the architecture of a Shakespearean comedy. And it just, it's filled up with action beats. But the basic architecture, the structure of the piece, was really, as I said, it's a Shakespearean comedy. Il se trouve que la 9e de Beethoven, j'y tenais absolument parce que pour moi c'était la quintessence de la puissance dramatique, je l'avais choisi pour ça. Et ce n'est qu'à posteriori, une fois que c'était fait, que j'ai su que ce morceau s'appelait L'Ode à la joie. Je ne le savais pas et pourtant c'était vraiment cette joie-là que moi je ressentais. Je l'ai déjà dit, pour moi en fait ce film c'était une variation sur Le songe d'une nuit d'été avec l'inversion des rôles entre les puissants et les roturiers. Et c'est ça qui m'a intéressé, qui me tenait à cœur. Et finalement, pourquoi avoir pu le faire dans un film d'action, parce que pour moi c'est pas un film d'action, c'est une comédie dans sa structure, dans la charpente du film. Il s'agit vraiment d'une comédie classique, shakespearienne, avec dedans des morceaux d'action. Alors la toute dernière. Merci, Mr. McKernan. Just one question. If you was a magician, how will you change the cinema tomorrow? I'm sorry, I can't presume to answer that. That would take such hubris to answer that. I'm trying to work out my own tomorrow. I'm not going to try to dictate someone else's or suggest how someone else's tomorrow should work. Donc on va rester là.